Il est fascinant de constater comment un palais des éclats de rire peut se muer en sanctuaire du mutisme. Louis de Funès, ce génie qui fit autrefois exploser de joie l'Hexagone tout entier, termina son existence à l'abri des remparts imposants d'une propriété désormais reléguée aux oubliettes de l'histoire. C'est dans cet écrin qu'il se soustrayait à la frénésie de la notoriété, qu'il cultivait ses plates-bandes avec une précision maniaque, qu'il couchait sur le papier des missives interminables, et qu'il exhala finalement son ultime soupir. Mais qu'advint-il vraiment au-delà de ces portails massifs? Comment cet artiste adulé par des millions, icône incontestée du cinéma hexagonal, put-il léguer un patrimoine aussi dérisoire, presque inexistant? Explorons les arcanes de l'existence secrète de Louis de Funès, cet homme au-delà des rires, entre origines humbles, ascensions fulgurantes, retraites impénétrables, idylles clandestines, alertes cardiaques, administration patrimoniale anarchique et un legs qui suscite encore des polémiques en 2025, plus de 4 décennies après son départ. Louis-Germain David de Funès de Galarza vit le jour le 31 juillet 1914 à Courbevoie, dans la proche banlieue parisienne, au sein d'une lignée d'exilés ibériques luttant pour s'intégrer à leur terre d'accueil. Son géniteur, Carlos Luis de Funès de Galarza, ancien juriste andalou déchu, avait déserté l'Espagne pour fuir des créances insurmontables. Sa mère, Léonore Soto Regras, descendante d'une modeste aristocratie galicienne, affichait un tempérament d'acier. Louis grandit chétif, réservé, régulièrement tourné en dérision pour sa stature menue, 1,64 m à l'âge adulte, et son phrasé teinté d'intonation méridionale qui le faisait passer pour un intrus. Impossible d'imaginer en cet enfant complexé, qui se réfugiait dans les jupons maternels lors des repas dominicaux, le colosse comique futur capable de déclencher des crises de fou rire chez des foules entières. Pourtant, ses tourments juvéniles sculptèrent l'expressivité corporelle qui deviendrait sa signature, ses prunelles écarquillées, ses contorsions extravagantes, ses mouvements heurtés qui amplifiaient les travers humains jusqu'au grotesque. Son enfance, écoulée dans des logements exigus entre les deux conflits mondiaux, un 2 pièces obscur rue de Clignancourt, puis un 3 pièces étriqué à Saint-Mandé, aiguisèrent son regard acéré sur les mesquineries ordinaires, les vanités bourgeoises, les ridicules sociaux et les angoisses irraisonnées. Tous les éléments qu'il magnifiera ensuite sur pellicule avec une maestria inégalée, métamorphosant l'individu lambda en caricature irrésistible. À l'inverse de nombreuses vedettes qui s'embrassent précocement, Louis patienta jusqu'à la quarantaine pour accéder à la lumière. Durant la Seconde Guerre mondiale, réformé pour fragilité physique, il subsista en effleurant les touches d'ivoire dans les cabarets embrumés de la capitale ou le bœuf sur le toit, le caveau de la Huchette, caricaturant les consommateurs aisés contre quelques billets froissés et un verre de rouge. Anonyme et désargenté, il possédait néanmoins un talent prodigieux pour pasticher son entourage. Le tenancier ventripotent, la serveuse allumeuse, l'officier teuton suffisant. Un crépuscule de 1945, la Providence intervint. Émergeant de la station Châtelet, il heurta l'acteur Daniel Gélin qui, ébahi par une parodie improvisée, lui offrit un rôle mineur dans La Tentation de Barbizon. Cette coïncidence providentielle scella son baptême cinématographique. Pendant près de 2 décennies, il végéta en figurant secondaire, garçon de café par-ci, boutiquier par-là, employé de bureau hystérique, larron maladroit. Mais il accaparait chaque plan avec une vitalité dévorante. Les exégètes le taxaient d'excessif, de grossier, de trop plébéien pour les cinémathèques élitistes. Le public, lui, discernait une vérité brute, une proximité viscérale. Au début des années 1960, la France renaissante, en plein essor des Trente Glorieuses, se révéla mûre pour son avènement. En 1963, il décrocha enfin le premier rôle dans Pouic Pouic. L'année suivante explosa une triade irrésistible, le gendarme de Saint-Tropez, Fantomas, le Cornio. En l'espace de 6 mois en 1964, il enchaîna 3 triomphes cumulés à plus de 20 millions d'entrées. Une performance que ni Belmondo ni Delon n'égalèrent jamais en si peu de temps. Ce qui distinguait de Funès, c'était son refus délibéré d'incarner le héros magnétique ou le séducteur irrésistible. Il personnifiait le petit chef despotique, le père tourmenté, le bureaucrate vétilleux que l'on exècre et qui pourtant nous reflète. Ces figures étaient peureuses, envieuses, accros à la domination, mais toujours rachetées par une lueur d'humanité poignante. L'historien Bertrand Dical le baptisa le « Polichinelle de la France contemporaine ». Un être de paradoxe, demi-dictateur, demi-gamin. Il n'était pas né étoile et n'avait jamais convoité la renommée. Son rêve, confiait-il dans une confidence exceptionnelle à Paris Match en 1970, se limitait à exceller parmi les utilités. Ironie suprême,
Cette modestie le propulsa au rang de mythe. Le seul humoriste hexagonal depuis Charlie Chaplin dont les œuvres fédèrent encore 4 générations devant le petit écran, des aïeux aux petiots, chaque période festive sur TF1 ou France 2. Au mi-temps des années 1970, Louis de Funès possédait tout, l'apothéose publique, des honoraires astronomiques, 7 chiffres par production, et une lassitude abyssale. Son patronyme seul suffisait à saturer les cinémas, à pulvériser les records d'affluence, mais dans l'intimité, il aspirait à l'isolement le plus radical. À la suite de 2 infarctus sévères en mars 1975, le premier sur le plateau de L'aile ou la cuisse, le second quelques jours plus tard à son domicile, il fut sommé de réinventer son existence. Les cardiologues lui intimèrent repos, décélération, abandon de son perfectionnisme pathologique. Pour un individu accro au pilotage total ou du script à la réalisation, détenu aux répliques, cela équivalait à une sentence impitoyable, presque une félonie corporelle. Il délaissa Paris et s'établit pour de bon au château de Clermont, une bastide du XVIIIe siècle juchée au-dessus de la Loire dans le bourg tranquille du Cellier, à une quinzaine de kilomètres de Nantes. Il l'avait acquis quelques années auparavant grâce aux retombées phénoménales de La Grande Vadrouille, plus de 17 millions d'entrées en 1966, mais ce n'est qu'après son effondrement qu'elle se mua en asile définitif. Là, cerné de rosiers hybrides de thé qu'il émondait lui-même, de cèpes muscadets qu'il récoltait avec ses garçons, et de 40 hectares de domaines arborés avec pièces d'eau poissonneuse, le plus illustre farceur hexagonal se convertit en horticulteur passionné. Il consacrait des heures à former les fruitiers en espalier, à semer des bulbes tulipiers importés de Hollande, à distribuer du pain sec à ses palmipèdes près du plan d'eau. Les résidents du Cellier l'apercevaient fréquemment déambuler solitaire sur les allées caillouteuses, mains croisées dans le dos, songeur, un panama sur la tête et des sabots en caoutchouc aux pieds. Même dans cette oasis de quiétude, il demeurait 482 poursuivis par l'écho de sa propre aura. Les hôtes étaient triés sur le volet. Il éconduisait les reporters avec une courtoisie ferme mais intraitable, esquivait les riverains lors des offices dominicaux, et n'admettait que son épouse Jeanne Barthélemy de Maupassant et leurs fils Patrick et Olivier dans son univers privé. Jeanne, femme résolue, gardienne farouche et autoritaire, orchestrait chaque facette de sa trajectoire, contrat, scénarii, jusqu'au choix des interprètes féminines pour incarner son alter ego conjugal à l'écran. C'est elle qui imposa Claude Jansac comme partenaire récurrente, par confiance absolue. Derrière les remparts de Clermont, le duo projetait une entente exemplaire, mais la vérité s'avérait plus nuancée. Jeanne régnait sur la maisonnée avec une rigueur militaire tandis que Louis s'évadait dans l'effort créatif, la foi, ultérieurement, dans un sanctuaire clandestin. Dans les années 1960, lors d'une manifestation radiophonique à la capitale, il fit la connaissance de Macha Béranger, jeune animatrice réputée pour son empathie et son magnétisme. Leur connexion se mua en liaison durable, ardente mais occultée. Il loua une modeste suite à l'hôtel Intercontinental pour leur rendez-vous. Pendant plus d'une décennie, leur idylle resta scellée au grand jour, connue uniquement d'un cercle restreint. Lorsque Jeanne finit par la déceler, elle opta pour le mutisme plutôt que l'affrontement. À Clermont, Louis découvrit la sérénité, mais aussi la remorse. Redoutant le châtiment céleste, il psalmodiait quotidiennement et s'accrochait à l'œuvre comme à une absolution. Malgré les mises en garde médicales, il reprit le chemin des studios avec L'aile ou la cuisse en 1976, puis La soupe aux choux et La zizanie. Chaque production était scrupuleusement encadrée. Pas de prise nocturne, pas de voyage prolongé, 2 heures de sieste imposées. Le comique persistait, mais l'individu derrière s'éteignait progressivement. Le château, jadis vibrant, sombra dans une quiétude que seule la vie en s'éclipsant laissa derrière elle. Au seuil des années 1980, Louis de Funès était à la fois un mythe vivant et un être vulnérable. Le souverain de l'humour hexagonal progressait plus posément, esquissait moins de sourires et masquait sa souffrance derrière une discipline d'airain. Chaque sursaut sur un plateau se soldait cher, oppression thoracique, mains frémissantes, respiration haletante. Pourtant, il rechignait à déposer les armes. Tant que le public rit, je ne peux pas mourir, déclarait-il. Mais le sort se resserrait inexorablement. En janvier 1983, il s'échappa avec Jeanne et sa tribu vers la station des Arcs en Savoie. Il abhorrait le gel mais chérissait les moments avec sa petite fille Julia qui s'initiait au ski. Ses intimes se remémoreront qu'il semblait amaigri, blafard, promptement épuisé. Bien qu'il badinât sur l'air vivifiant des cimes, le périple, censé le revigorer, l'exténua au contraire. De retour dans leur cher château de Clermont, Louis peinait à gravir les marches.
Le soir du 27 janvier 1983, après une journée paisible au foyer, il se plaignit de vertiges et d'oppression pectorale. Jeanne l'aida à s'allonger. Quelques instants plus tard, il s'affaissa. À 20h30, à l'hôpital de Nantes, le grand Louis de Funès fut déclaré décédé, victime d'un infarctus foudroyant. Il avait 68 ans. Son trépas frappa la France comme un coup de tonnerre. Nul n'était préparé à cette perte, ni les spectateurs nourris de ses pitreries devant Rabbi Jacob et le gendarme, ni les nouvelles générations qui le redécouvraient chaque semaine à la télévision. Le pouvoir exécutif proposa un hommage national, mais Jeanne déclina. Elle privilégiait la sobriété, la retenue, le recueillement. Les obsèques se déroulèrent à l'église du village du Cellier, non loin de la Loire qu'il affectionnait tant. Seuls quelques intimes assistèrent à la cérémonie, Michel Galabru, Colette Brosset, Christian Fechner et une poignée de riverains qu'il avait croisés arpentant les bois. Pas de caméra, pas d'oraison, seulement le murmure des oraisons et le carillon des cloches. Il fut inhumé dans le modeste cimetière du Cellier, dominant la vallée ligérienne. Sur sa sépulture, nulle épitaphe grandiose, uniquement son patronyme et les dates de son parcours. Pour Jeanne, c'était sa volonté, modestie, discrétion, quiétude. Mais une personne ne reçut jamais l'annonce à temps, son fils aîné Daniel, issu de son premier union avec Germaine Carroyer. Écarté de la sphère familiale depuis des lustres, Daniel apprit la nouvelle par la radio. Ni convié aux funérailles, ni cité dans le testament. Il ne m'a rien légué, pas un mot, pas une pièce, pas même un au revoir. Mais j'ai survécu. J'ai bâti ma vie, confiera-t-il plus tard. Lorsque Louis de Funès fut mis en terre, la France pleura non seulement un individu, mais une ère. Le rire qui avait fédéré la nation résonnait encore comme un écho s'estompant dans les couloirs de son château désormais désert. Lorsqu'un artiste amuse des millions, on présume qu'il s'est infortuné. Ce ne fut pas le cas de Louis de Funès. Malgré plus de 50 longs métrages et plus de 100 millions d'entrées au guichet au fil de sa trajectoire, il ne transmit aucun legs pécuniaire à son décès en 1983. Sa disparition dévoila non seulement la perte d'un interprète chéri, mais aussi un mystère. Comment l'un des comédiens les plus lucratifs de l'Hexagone pouvait-il ne rien transmettre à ses descendants? La réponse gît dans sa gestion professionnelle. Louis de Funès n'accordait sa confiance à quiconque dans l'industrie, ni producteur, ni studio, ni avocat. Ayant connu la disette juvénile, il était hanté par le contrôle et l'argent sonnant. Selon Bertrand Dical, il manifestait une prudence extrême. Comme tous ceux qui ont enduré la pénurie, il exigeait d'être rémunéré justement. Mais une fois le tarif arrêté, il réclamait simplement son dû immédiat. À l'inverse de la plupart de ses pairs, il privilégiait toujours un paiement forfaitaire plutôt que des pourcentages sur les bénéfices ultérieurs. Cette approche lui garantissait une sécurité instantanée mais annihilait tout flux futur. Ce parti pris s'avéra onéreux. Ses œuvres, encore programmées annuellement sur les chaînes hexagonales, génèrent des dizaines de millions d'euros pour des entités comme Gaumont qui, d'après Le Figaro, encaisserait environ 500 000 euros par an grâce à ses classiques. Rien de cela ne profite à ses ayants droit. Sa famille, sa veuve Jeanne et leurs fils Patrick et Olivier, n'hérita que des cachets perçus de son vivant. Louis n'était pas indigent, mais sa richesse reposait sur des actifs palpables plutôt que sur des redevances. Son acquisition majeure fut le château de Clermont, acquis à la fin des années 1960 grâce aux retombées de la Grande Vadrouille. La propriété, 40 hectares de vignes, de forêts et de jardins le long de la Loire, devint à la fois son havre et sa geôle. Après son trépas, Jeanne hérita d'une fraction du domaine, mais l'entretien d'un tel ensemble s'avéra insurmontable. En 1986, à peine 3 ans après sa disparition, le château fut cédé à une association venant en aide aux personnes handicapées. Aujourd'hui encore, les admirateurs affluent au Cellier, persuadés que la demeure appartient toujours à la lignée, mais la réalité est plus âpre. Elle ne leur appartient plus. La résidence qui vibrait autrefois de rire est désormais un foyer partagé pour artistes tandis que son parc jadis jardin privé de Louis fait l'objet de querelles perpétuelles sur les droits fonciers et la conservation. D'une certaine manière, son parcours financier reflète ses personnages, éclatants, tumultueux, perpétuellement en mouvement et finalement terrassés par ses propres incohérences. Il offrit tout à son art, mais ne s'attarda jamais sur le négoce qui l'entourait. En définitive, Louis de Funès ne s'éteignit pas démuni, il s'éteignit comblé. Mais sa fortune, comme son rire, appartenait à la collectivité. Derrière les rires et les ovations, Louis de Funès menait une double existence tissée de rigueur, de mystère et de tourments affectifs.
Aux yeux du public, il était un époux irréprochable envers Jeanne Barthélemy de Maupassant, sa seconde compagne avec laquelle il partagea plus de 40 ans de mariage. Mais derrière les huis clos, la vérité s'avérait plus tortueuse. Son alliance avec Jeanne lui apporta la stabilité, mais réclamait aussi une emprise totale. Elle supervisait chaque décision professionnelle, les scripts qu'il validait, les partenaires avec lesquels il collaborait et même les femmes qu'il côtoyait à l'écran. L'ascendant de Jeanne était tel qu'elle devint à la fois sa sentinelle et sa geôlière. Mais avant Jeanne, il y avait eu une autre femme et un autre fils. En 1936, bien avant la célébrité, Louis épousa Germaine Carroyer. Il vivait modestement dans un appartement de 10 mètres carrés au-dessus d'un café à Saint-Étienne, peinant à régler le loyer pendant qu'il effleurait les touches dans les bars. Leur fils Daniel naquit en 1937 alors que le couple s'effritait déjà. En 1942, Louis partit à Paris pour poursuivre son rêve. Le divorce fut prononcé, avec l'arrivée de Jeanne dans sa vie peu après, Daniel fut discrètement effacé de l'image publique de la famille. Pendant des décennies, Daniel végéta dans l'ombre d'un père qu'il admirait mais qu'il ne pouvait approcher. Il racontera plus tard que Louis lui rendait visite en secret, lui apportant des disques de jazz et des dessins, repartant avant que Jeanne ne s'en aperçoive. « Il venait me voir en cachette », dira Daniel. « Il m'a appris à dessiner. Il me faisait rire, mais j'étais un enfant secret. » Quand Louis mourut en 1983, Daniel apprit la nouvelle à la radio. Non convié, non reconnu, oublié. « Il ne m'a rien laissé », dira-t-il avec amertume, mais j'ai survécu. Daniel mourut à son tour en 2017 à 80 ans d'une crise cardiaque, le même destin que son père. Même au sein de sa famille officielle, les relations de Louis étaient complexes. Son fils Patrick, devenu médecin, décrivit son père comme aimant mais autoritaire. Il se mêlait de tout. Le plus jeune, Olivier, qui apparut avec lui dans 6 films, quitta plus tard le cinéma pour devenir pilote de ligne, cherchant à échapper à l'héritage étouffant de son père. Pourtant, Olivier ne parla jamais avec ressentiment. Dans une interview en 2000, il reconnut que lui pouvait être difficile, voire obsessionnel mais profondément humain. Il m'a appris la dignité. Même si on t'exploite, fais bien ton travail, le boomerang finit toujours par revenir. Et puis il y eut Macha Béranger, la voix qui le réconfortait dans le secret. Leur relation, commencée vers 1960, dura plus d'une décennie. Ils se rencontrèrent lors d'événements radiophoniques à Paris où Macha animait des émissions nocturnes sur la solitude et l'amour. Pour Louis qui vivait dans une angoisse permanente, elle représentait la chaleur. Il conservait une petite suite d'hôtels à Paris rien que pour elle. Un lieu calme, loin des caméras et du contrôle. Lorsque Jeanne découvrit la liaison, elle ne dit rien mais commença à le suivre partout jusque sur les plateaux de tournage. Macha, comprenant la guerre silencieuse, se retira avec élégance. Elle mourut en 2009 sans jamais avoir parlé publiquement de leur amour. Louis de Funès fit rire des millions de gens, mais sa vie privée fut bâtie sur le silence. Le silence des secrets, de la culpabilité et des amours jamais pleinement vécus. Plus de 40 ans après sa mort, l'ancienne demeure de Louis de Funès, le château de Clermont-au-Cellier, se dresse au bord de la Loire, entouré des mêmes bois silencieux qu'il arpentait autrefois. Mais ce qui fut jadis son paradis personnel est devenu un champ de bataille fait de bureaucratie, de nostalgie et de souvenirs oubliés. La grande propriété où il s'est éteint n'appartient plus à sa famille. En 1986, à peine 3 ans après sa disparition, Jeanne de Funès la vendit à une organisation venant en aide aux personnes handicapées, incapable d'entretenir ce vaste domaine du XVIIIe siècle et ses 40 hectares de parc. Le château devint par la suite un espace semi-public, à la fois résidence d'artistes et site historique. Mais le temps ne lui a pas été clément. Les jardins que Louis entretenait lui-même se sont envahis. La vigne s'est tue et la demeure a lentement perdu son âme. Pourtant, le vrai conflit ne vient pas de la dégradation, mais des querelles autour des terres. En 2024, le vaste parc boisé entourant le domaine, autrefois le refuge le plus intime de Louis, fut soudain mis en vente par son propriétaire. Les habitants craignirent qu'il ne soit privatisé et clôturé. La rumeur d'un élevage de chevaux, voire d'un lotissement de luxe provoqua la colère au Cellier, une commune de 4000 habitants à peine. Des associations comme Regard Nature et Sur les traces de Louis de Funès, créées en son honneur, mobilisèrent des milliers de résidents pour protester contre la vente, lettres, pétitions, appels. Ils exigèrent que le terrain reste accessible au public. Pour eux, ce n'était pas qu'un parc, c'était un morceau d'histoire vivante, la dernière trace d'un homme qui avait en fait rire la France. Enfin, lui laisser nous promener là pour cueillir des fleurs,
se souvient Marilène David, l'une des militantes. À la fin de 2024, la SAFER des Pays de la Loire, soutenue par le WWF et le Conservatoire des espaces naturels, intervint pour préempter la vente à hauteur de 1,2 million d'euros, promettant de préserver la biodiversité du site et de le garder ouvert. Mais même cette victoire connut ses complications. L'acheteur initial contesta la préemption devant les tribunaux, ajoutant un nouveau chapitre d'incertitude. Aujourd'hui, l'avenir du parc reste indécis. Agriculteurs, vignerons et écologistes veulent tous y trouver leur place. Ce qui aurait dû être un héritage paisible continue de diviser comme si l'esprit de Louis lui-même, éternel perfectionniste, refusait encore de reposer en paix. Pourtant, malgré tout ce tumulte, sa présence n'a pas disparu. Ses films, La Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, L'aile ou la cuisse, Le Gendarme sont toujours diffusés chaque année, attirant des millions de téléspectateurs. Son visage, ses gestes, sa voix, ils font partie de la mémoire collective française. Bertrand Dical a dit un jour, vous pouvez mettre 4 générations devant un film de Louis de Funès et toutes riront ensemble. C'est peut-être là le plus bel héritage qu'il ait laissé. Non pas l'argent ni la propriété, mais l'unité, le rire partagé entre les grands-parents et les enfants. Plus de 40 ans après sa mort, la maison où Louis de Funès vécut et mourut résonne encore de son esprit. Parfois apaisé, parfois tourmenté. Sa fortune s'est envolée, son château a changé de main, mais son rire demeure vivant dans chaque foyer qui continue de le regarder aujourd'hui. Pensez-vous que Louis de Funès tenait davantage à laisser une richesse matérielle ou à laisser derrière lui la joie? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires méconnues des légendes du cinéma, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, partager et vous abonner, car derrière chaque sourire, il y a une histoire qui mérite d'être racontée.